Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 15 novembre. Et oui, ouais. Puis tu vas fermer ton talkback quand que tu vas. OK. Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 15 novembre 2021. Il y a un mois d'écoulé dans la saison de la Ligue américaine de hockey. C'était le match d'ouverture il y a un mois, jour pour jour, le 15 octobre dernier. Donc, on va faire un peu le bilan de ce premier mois d'activité pour le Rocket de Laval. Et à ce sujet, on va s'entretenir un petit peu plus tard avec le capitaine de l'équipe, Xavier Ouellet, qui incidemment connaît un excellent début de saison. Comme à chaque semaine, on va faire le tour un peu de ce qui s'est passé au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Une autre grosse semaine d'activité marquée par quelques surprises, quelques retours aussi. Je pense qu'il faut souligner l'arrivée avec le Titan Acadie Batters d'Andrix Lapierre notamment. Et on va terminer tout ça avec quelque chose d'un peu spécial cette semaine, puis je vous invite à demeurer des nôtres. Je me suis rendu samedi soir, donc il y a 2 jours, pour ceux qui écoutent la balado-diffusion le 15 novembre. Je me suis rendu à Canton, dans l'État de New York, domicile de l'Université Saint Lawrence, alors que les Saints de l'Université Saint Lawrence recevaient samedi soir le Crimson de l'Université Harvard, un match de la NCAA. Et ça m'a permis d'aller voir à l'œuvre et d'aller rencontrer en personne pour une première fois Sean Farrell, cet espoir du Canadien qui a été sélectionné en 4e ronde en 2020. On lui avait parlé lors de la balado-diffusion en février dernier. Souvenez-vous, il était à Chicago avec sa formation de la USHL et connaissant une saison du tonnerre. Alors, comme c'est le mandat un peu de notre balado-diffusion, de résumer un peu ce qui se passe à chaque semaine dans les ligues en dessous de la Ligue nationale. C'est aussi notre mandat de tenter de vous faire découvrir le mieux possible les espoirs, surtout ceux qui appartiennent aux Canadiens, mais on ne se limite pas à ça. Mais bref, cette semaine, l'occasion était belle de faire un petit 2h15 de route pour aller faire un tour à Saint Lawrence. Alors, on va préparer un reportage plus complet qui sera diffusé à Hockey 360 cette semaine. Je ne sais pas exactement à quel soir, là, mais surveillez ça. De toute façon, ça va être mis en ligne sur le rds.ca. Mais tantôt, on va vous présenter l'intégrale de l'entrevue, la courte entrevue que j'ai faite avec Sean Farrell. Là, j'ai discuté avec lui au terme de la rencontre samedi que son équipe, incidemment, a gagné 2-1 Harvard contre l'Université Saint Lawrence. Et j'ai également parlé avec son entraîneur-chef Ted Donato en prévision là, du reportage qu'on prépare pour Hockey 360. Alors, je vais revenir avec tout ça un petit peu plus tard au cours de l'émission. Mais restez des nôtres, vous allez découvrir un peu cet espoir qui, ma foi, est peut-être une carte cachée. Là, on l'a sélectionné en 4e ronde. C'est toujours un peu délicat de dire est-ce que c'est un vol dans le repêchage. Les gens, des fois, aiment ça avoir cette espèce d'expression-là. Ah, lui, c'est un vol dans le repêchage. On va se garder une petite gêne quand même, mais c'est quand même, on peut dire, un espoir intéressant là, pour l'organisation du Canadien. Alors, d'abord, revenons sur la semaine du Rocket de Laval. C'était pas facile. On vous l'avait dit lundi dernier. Euh, Si on remontait à samedi dernier, les 2 matchs à l'étranger, plus 3 matchs, ça faisait une séquence de 5 matchs en 8 jours pour le Rocket de Laval. Alors, c'est évident là, que rendu à vendredi et samedi, qui vient tout juste de passer là, ce week-end, il y avait un peu de fatigue qui se ressentait et on l'a bien vu là, dans le match de samedi, particulièrement en 3e période contre la grosse machine des Comets de Utica, le Rocket qui finalement s'est fait remonter pour échapper ce match-là. Résumé de la semaine, victoire contre Belleville mercredi, 3-0.
Victoire en prolongation contre les Highlanders de Bridgeport vendredi, 5-4 à la Place Belle, devant une belle foule, hein. Il y avait plus de 7000 spectateurs vendredi soir. Et samedi, défaite contre les Comets de Utica, qui demeure encore en date d'aujourd'hui la seule équipe avec une fiche parfaite dans la Ligue américaine, 10 victoires et aucune défaite, puisque les Comets sont aussi allés gagner à Belleville hier après-midi. Pour ce qui est du match de samedi, on peut le dire, là, pour le Rocket, ça a été un mauvais départ. On tirait de l'arrière 2-0. On a eu besoin de quelques rebonds chanceux. Jean-Sébastien D qui a obtenu un but chanceux. Cole Caulfield qui a finalement inscrit son premier filet de la saison dans la Ligue américaine. Ça faisait longtemps que Caulfield n'avait pas marqué là, parce que en faisant quelques recherches, si on remontait à l'an dernier, on parlait de 21 matchs sans but pour Caulfield. Il n'avait pas marqué durant les 5 matchs de la finale de la Coupe Stanley contre Lightning de Tampa Bay. Il a joué 2 matchs hors concours avec le Canadien, il n'avait pas marqué. 10 matchs de saison régulière, il n'avait pas marqué. Et il n'avait pas marqué à ses 4 premiers matchs avec le Rocket. Donc, ça faisait 21 matchs. Son dernier but remontait au 24 juin. Ça, c'est le fameux soir où le Canadien a éliminé les Golden Knights de Vegas pour se qualifier pour la grande finale de la Coupe Stanley 2021. Alors, Caulfield, il a marqué un but. Et vous avez vu ce but sûrement là, dans les bulletins Sport 30 ou sur le web, là, la rondelle qui a frappé le côté de la tête du gardien et Nico Daz et a dévié dans le filet. Alors ça créait l'égalité 2-2. Le Rocket a profité de l'avantage numérique pour prendre les devants 3-2 en début de troisième période, un but de Jesse Ilonen. Mais finalement, les Comets là, sont remontés pour l'emporter 5-3. Résultat de la semaine, on parle quand même de 4 points sur une possibilité de 6 en 3 matchs à domicile. Mais si on ajoute les fameux 2 matchs du week-end dernier, c'est une récolte de 4 points sur 10 dans cette séquence là, de 5 matchs en 8 jours. Les 2 prochaines semaines sont un petit peu plus tranquilles pour le Rocket. Il y aura 2 matchs à l'étranger cette semaine. Mercredi, la troupe de Jean-François Houle va se diriger du côté de Toronto pour affronter les Marlies. Et il y a un match à Belleville samedi prochain. On reviendra à la Place Belle l'autre vendredi seulement, à nouveau pour jouer contre Belleville. Et il y aura également un match à Belleville le samedi suivant. Donc, après le match contre Toronto, ça va être 3 affrontements contre les Sénateurs de Belleville les 20, 26 et 27 novembre. C'est ce qui attend le Rocket. Il reste 4 matchs donc seulement dans le mois de novembre pour le Rocket au cours des 2 prochaines semaines. Il y en a seulement un à domicile, celui du 29 novembre contre Belleville. Si on regarde la situation du Rocket, écoutez, Laurent Dauphin a encore une fois connu un excellent match vendredi contre Bridgeport. Il est allé chercher 3 points. Ça lui en fait 12 depuis le début de la saison et il se maintient là, tout près là, des meilleurs pointeurs là, de la Ligue de hockey junior major du Québec. Il est dans pas de la Ligue junior major du Québec, pardon, de la Ligue américaine. On est dans le top 20 là, dans le cas de Laurent Dauphin. C'est une belle surprise. Il a 8 buts depuis le début de la saison et ça le place au 4e rang des francs-tireurs de la Ligue américaine, derrière Martin Ferg, Jack Quinn et Adam Ruzicka qui ont chacun 9 buts. Alors, on parle évidemment d'une belle surprise là, dans le cas de Laurent Dauphin. Caden Primo a joué 2 matchs. Mercredi, il a réussi le jeu blanc contre Belleville. Samedi, il a subi la défaite contre Bridgeport, mais avait quand même connu un bon match. Vendredi soir, c'était Michael McNiven qui était devant le filet. On sait tous l'histoire, ce qui s'est passé samedi, la blessure de Jake Allen avec le Canadien a forcé le Canadien à ramener Caden Primo avec le grand club. Est-ce qu'il aura l'occasion de jouer au cours des prochains matchs avec le CH? Ça reste à voir. Ce qui a forcé le Rocket à rappeler le gardien de but Kevin Poulin des Lions de Trois-Rivières. Donc, Poulin et McNiven seront les 2 gardiens là, au cours de la prochaine semaine pour le Rocket. Avec, comme je disais, seulement que 2 matchs, là, mercredi et samedi, j'ai l'impression que McNiven va être capable d'obtenir les départs, à moins qu'on veuille donner une chance à Kevin Poulin, qui s'aligne avec les Lions de Trois-Rivières depuis le début de la saison. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, c'est le gardien finlandais Jukka-Pekka Luukkonen des Americans de Rochester, qui a signé 2 victoires et 1 défaite et une moyenne de buts alloués de 1,68 au cours de la dernière semaine. Alors, c'est lui le joueur par excellence de la semaine. Quand on fait, comme je le disais tantôt, le bilan, parce que ça fait 1 mois aujourd'hui que la saison de la Ligue américaine est commencée, on regarde ce qui s'est passé avec le Rocket, mais on parle d'un dossier de 6 victoires, 6 défaites et 1 défaite en bris d'égalité. Il y a eu 5 matchs sur les patinoires adverses. Il y en a quand même eu 8 à Laval. Donc, dans ce sens-là, là, c'est peut-être un peu décevant. Ce qui fait mal là, pour le Rocket, c'est seulement 1 victoire en 5 matchs à l'étranger. Alors, on devra trouver la façon là, de gagner un petit peu plus souvent sur les patinoires adverses
dans le cas du Rocket de Laval. Un petit peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec le capitaine du Rocket, Xavier Ouellet, qui connaît une excellente saison. Il est parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue américaine depuis le début de la saison en termes de points, avec 3 buts et 7 passes en 13 matchs pour 10 points. Donc, il vient au 5e rang des défenseurs en termes de statistiques offensives. Mais surtout, il est le grand frère de la plupart des jeunes. Lorsque Mathias Norlinder est venu jouer quelques matchs avec le Rocket, on l'a jumelé à Xavier Ouellet. L'an dernier, on avait fait la même chose avec Caden Goulet. On avait fait la même chose également avec Gianni Fairbrother. On le fait un petit peu aussi depuis le début de la saison. Ouellet, donc, il en est à sa 4e année dans l'organisation du Canadien. Est-ce qu'il aura la chance de jouer des matchs avec le CH cette année? C'est toujours la grande question au niveau des rappels dans la Ligue américaine. Mais on a fait un brin de jasette un petit peu plus tôt aujourd'hui avec le capitaine du Rocket. On vous présente donc cet entretien. Xavier, ça fait un mois aujourd'hui que la saison du Rocket de Laval est commencée. Tu fais quoi comme évaluation de ces 13 matchs-là, de ce premier mois-là pour le Rocket? En général, ça va bien. Je pense que notre fiche n'est pas aussi bonne qu'on aimerait qu'elle soit, mais on a eu beaucoup de bons matchs là-dedans, des matchs serrés qui auraient pu aller des deux côtés, qu'on n'a pas réussi à gagner. Mais en général, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Est-ce que toi, personnellement, tu dirais que tu connais un de tes meilleurs débuts de saison? Hein? Ça va bien, personnellement, mais on essaie vraiment de se concentrer sur l'équipe. Je sais que c'est cliché, mais on veut aller chercher un petit peu plus de victoires. Donc, c'est dur d'être super satisfait avec la fiche qu'on a. J'imagine que les joueurs, on est content d'être revenus là, dans une certaine normalité. Là. Ça ressemble plus à ce qu'on connaît comme saison de hockey avec ce qu'on a vécu l'an passé. Là. Oui, non, exactement. Ça fait du bien d'avoir une saison normale, de jouer contre toutes les équipes, quasiment toutes les équipes dans la ligue, de voyager un petit peu, de passer les douanes, les choses comme ça. Donc, je pense que ça fait du bien pour tout le monde d'avoir une saison plus normale que l'année passée. La grosse différence, Xavier, entre le régime, je vais appeler ça comme ça, Joël Bouchard et le nouveau groupe d'entraîneurs, Jean-François Houle, puis tout ça, est-ce que ça a été une grosse adaptation pour toi puis pour les joueurs? Non, mais ça va, ça, on s'adapte quand même vite, là. C'est sûr que c'est différent. C'est pas les mêmes genres de coach, mais au bout de la ligne, le but est le même, donc c'est d'aller gagner des matchs. On travaille bien avec les coachs. Je pense qu'on a encore une fois un bon groupe de coachs. Donc, c'est le fun. C'est le fun jusqu'à maintenant. Je sais que la Ligue américaine, on vit toujours pour un rappel, puis je sais ce que tu vas me répondre. Si je te pose la question à toi, je t'ai déjà demandé, je ne veux pas aller là, mais de voir un gars comme Michael Pezzetta compter son premier but hier dans la Ligue nationale, j'imagine que je vois ton sourire en te posant la question. Là, c'est des choses qui doivent vous rendre heureux, j'imagine, dans votre vestiaire. Oui, oui, oui. Je pense que tout le monde est super content pour lui. Il y a une belle histoire, puis il le mérite. Donc, c'est le fun à voir. Justement, je regardais le match hier, puis j'étais vraiment content pour lui. Est-ce que les gars en bas, on ressent que c'est pas facile en haut? Est-ce que ça vient jusqu'à vous? Ah, je pense qu'on essaie de rester concentré sur ce que nous, on a à faire. Je pense que la plupart des gars probablement suivent qu'est-ce qui se passe un petit peu en haut, mais on en a assez dans notre assiette ici. On a des gros défis en avant de nous, des gros matchs à chaque semaine. Donc, je pense que c'est là que le focus il reste. Est-ce que tu continues à te faire une fierté d'avoir les jeunes à tes côtés? Tu sais, on a vu Norlinder qui est venu jouer quelques matchs avec le Rocket. On l'a placé avec toi. On avait fait la même chose avec Goulet l'an passé. On a Fairbrother depuis le début de la saison. Ça fait partie de ta job de capitaine puis de vétéran dans cette équipe-là? Ouais, oui, exactement. Au bout de la ligne, je vais jouer avec qui les coachs veulent que je joue. C'est le fun de voir les jeunes arriver avec l'énergie qu'ils ont, puis ils veulent s'améliorer. Donc, non, c'est sûr que j'aime ça. Ça fait partie comme tu dis, de mon rôle un petit peu ici à Laval en ce moment. Retrouver vos partisans. Il y a quand même des bonnes foules là, la semaine dernière. Puis la venue de Cole Caulfield, là, ça veut pas, ça crée un buzz un peu l'entour de votre équipe. Là. Non, oui, exactement. Bon, les fans sont incroyables. Ils ont toujours été incroyables ici à Laval. Puis, c'est là que tu te rends point à quel point ils nous ont manqué l'année passée. C'est tellement le fun. L'ambiance est bonne, il y a du monde. Euh, donc, on peut vraiment pas se plaindre là-dessus. Qu'est-ce que vous attend cette semaine? Là? On a les Marlies de Toronto, puis après ça, des matchs contre Belleville. C'est toujours des matchs à l'intérieur de votre division. Je sais que c'est tôt dans la saison, mais quand même, c'est des points qui sont importants. Là. Très important. Mais tu sais qu'il y a avec la Ligue américaine, tu joues beaucoup contre ta division. C'est des matchs de 4 points à chaque soir.
Donc, encore une fois, cette semaine, Toronto, Belleville, ça va être une grosse semaine importante pour nous. Xavier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne séance d'entraînement puis bonne semaine avec le Rocket. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, c'était le capitaine Xavier Ouellet à qui on a fait un brin de jasette ce matin avant la séance d'entraînement du Rocket. Le Rocket qui va quitter pour Toronto, comme je le disais, demain. Match mercredi contre les Marlies et en fin de semaine, samedi, contre les Sénateurs de Belleville. On va maintenant faire un saut dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Si dans la Ligue américaine, on a un mois d'écoulé dans la saison, dans la Ligue junior majeure du Québec, on a un quart de la saison déjà qui est derrière nous. 153 des 612 matchs qui ont été disputés. Il n'y a pas eu de problème depuis le début de la saison. On a retrouvé cette allure générale que nous avons depuis toujours dans la LHJMQ. Donc, 7 semaines, 7, le chiffre 7, 7 semaines d'écoulées. Alors, le moment est bien choisi là, pour regarder un peu les surprises et les déceptions de la saison. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis le début de l'année, la plus belle surprise, c'est assurément le Phoenix de Sherbrooke, qui est allé chercher encore 3 victoires cette semaine. 5-1 et 5-3 en Abitibi contre Val-d'Or et Rouyn-Noranda, avant de servir une correction hier après-midi 8-1 à l'Armada de Blainville-Boisbriand dans un match où le Phoenix a marqué 7 buts en deuxième période, ce qui est un record de concession. Quand on regarde les meneurs au niveau des plus et moins dans la Ligue junior majeure du Québec, on retrouve 6 joueurs dans les 8 premiers qui s'alignent avec le Phoenix de Sherbrooke. J'ai l'impression là, que c'est une certaine rédemption pour le Phoenix cette année. On est tous d'accord pour dire que c'est l'équipe qui a peut-être été la plus pénalisée là, par le déclenchement de la COVID en 2020. Cette formation-là était parmi les meilleures au Canada, se dirigeait tout droit vers la finale de la Coupe du Président. Elle était seule dans l'Association de l'Ouest pour se rendre jusqu'au bout. Aurait-elle gagné la Coupe du Président? On ne le saura jamais. L'an passé, ça a été plus difficile, mais on a reparti la roue rapidement là, pour le Phoenix de Sherbrooke. Et l'acquisition, là, Joshua Roy, c'est venu en saison l'an dernier, mais l'acquisition là, du gardien bélarusse Ivan Gigalov, du défenseur tchèque David Spacek, honnêtement, on regarde cette équipe-là aller depuis le début de la saison. L'avenue du jeune Ethan Gauthier également, premier choix repêchage en 2021. Cette formation-là a perdu ses 2 premiers matchs de la saison. Puis depuis ce temps-là, elle est pratiquement imbattable. Alors, le Phoenix de Sherbrooke, chapeau, là, c'est vraiment tout un départ que cette équipe-là connaît et joue du hockey extrêmement inspiré. Lorsqu'on jette un coup d'œil, là, c'est un rendement de plus de 800 là, depuis le début de la saison pour le Phoenix de Sherbrooke. On parle de 13 victoires, 3 défaites. Et comme je vous dis, on avait perdu les 2 premiers matchs de la saison. Donc, c'est 13 victoires et 1 défaite dans les 14 derniers matchs. Le Phoenix qui, franchement, va très bien. D'autres surprises pour moi, l'Océanique de Rimouski qui est au premier rang de la section Ouest. Je pense qu'on n'avait pas vu ça venir. 11 victoires, 4 défaites, 2 défaites en bris d'égalité, 24 points. L'Océanique là, qui est allé chercher 2 autres victoires en fin de semaine, qui devance donc les Remparts de Québec. Là. Les 2 équipes ont le même nombre de matchs joués, soit 17, exactement le quart de la saison. Et Rimouski a 24 points, Québec en a 22. C'est une belle surprise, ça aussi. Quand on consulte, on regarde l'alignement de Rimouski, là, sans manquer de respect à qui que ce soit. On ne peut pas dire qu'il y a des grands noms, des grandes vedettes dans cette équipe-là présentement et l'Océanique fait du bon boulot. Un peu à l'instar du Phoenix de Sherbrooke. On est allé chercher un gardien européen du côté de l'Océanique, Patrick Hammerla. Et 8 victoires, 2 défaites depuis le début de la saison, moyenne de 2,62. Alors, il donne la chance à l'Océanique d'être dans le match, match après match. Autre belle surprise, peut-être les Wildcats de Moncton aussi dans la section des Maritimes. Je pense que dans les Maritimes, on s'attendait là, à ce que Charlottetown ait une bonne équipe, que Saint John ait une bonne équipe, que Halifax ait une bonne équipe, mais de voir Moncton avec une fiche de 10-5-1 là, après 16 matchs, ça aussi, selon moi, ça représente une des belles surprises de ce premier quart de saison. Si on regarde du côté des déceptions, je pense qu'il faut parler. Des déceptions, c'est toujours difficile à. Tu sais, Val-d'Or et Victoriaville, on savait que ce serait un petit peu plus difficile. Les 2 équipes sont allées en grande finale l'an dernier. Moi, du côté de Victoriaville, ce qui me fait
un petit peu mal, c'est le nombre de buts. On n'arrive pas à marquer beaucoup, quoiqu'en fin de semaine, ça a été un petit peu mieux. Là. Les Tigres sont allés chercher 5 points sur une possibilité de 6, grâce, entre autres, au bon travail du défenseur de 20 ans, Vincent Sévigny, qui est allé chercher 8 points en 3 matchs. Incidemment, il est le joueur par excellence de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais les Tigres, je les voyais peut-être un petit peu plus haut. Là. Je les voyais un petit peu plus compétitionner là, avec Drummondville et Sherbrooke. Il faudra peut-être réajuster le tir un petit peu. Dans le cas des Foreurs de Val-d'Or, on est au dernier rang de la section ouest présentement, mais c'est extrêmement serré. Il y a 5 points d'écart entre Gatineau qui est premier et Val-d'Or qui est dernier. La grosse déception, c'est probablement le rendement des Sea Dogs de Saint-John depuis le début de la saison et aussi parallèlement du Titan d'Acadie Batters. Deux équipes qui, selon moi, devraient être un petit peu plus hautes au classement. Saint-John particulièrement, équipe hôtesse de la Coupe Memorial. On a de la difficulté à prendre l'envol. Ça semblait mieux aller là, la semaine dernière, mais on est allé échapper encore un match cette semaine. Il faudra surveiller Saint-John au fur et à mesure de la saison. Je suis confiant de voir cette équipe-là remonter éventuellement au classement, mais on peut parler d'une petite déception également dans le cas de Saint-John. Alors, si on fait le tour des autres équipes, les Olympiques ont repris là, le premier rang de la section ouest. Ils ont été chercher 3 points sur 6 au cours de la dernière semaine. Dans le cas des Huskies de Rouyn-Noranda, une victoire contre les Tigres de Victoriaville en prolongation hier qui permet aux Huskies de se maintenir tout près des Olympiques au premier rang. L'Armada de Blainville-Boisbriand, c'est difficile d'expliquer ce qui s'est passé. Cette équipe-là a débuté la saison avec 6 victoires en 6 matchs et depuis, c'est seulement 2 victoires à ses 10 derniers matchs. Heureusement, on a Miguel Tourigny dans l'équipe qui, au niveau personnel, va très bien. La plus élémentaire des règles de 3 nous dirait que Miguel Tourigny a une chance d'inscrire 100 points comme un défenseur. Il a 25 points au quart de la saison. Est-ce qu'il sera capable de maintenir le rythme tout au long de l'année? Ça reste à voir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un défenseur avec 100 points dans la saison dans la Ligue junior majeure du Québec. Et au niveau des buts, c'est un peu la même chose. Tourigny, depuis le début de la saison, là, qui est présentement installé au 9e rang des compteurs, a 12 buts. Alors, la plus élémentaire des règles de 3 nous dirait qu'il peut en marquer 48. Le record pour un défenseur, c'est Marc-André Bergeron qui possède ça, c'est 42. Alors, on va attendre encore un petit peu, mais chose certaine, présentement, Tourigny est sur un rythme pour battre le record de buts en une saison et pour s'en aller vers une saison de 100 points. On va suivre ça. On a déjà reçu Miguel Tourigny à notre balado-diffusion sur la glace. C'est un gars qui n'est pas repêché, un défenseur de petit gabarit, mais qui est quand même dans le radar là, de Hockey Canada pour le championnat mondial de hockey junior. Les Cataractes de Shawinigan, un voyage désastreux dans les Maritimes, 3 défaites. Et ce, malgré le brio de Xavier Bourgault, qui est premier compteur de la Ligue à mi-chemin au quart de saison. Il a 30 points, 15 buts et 15 passes. Donc, s'en va vers une saison de 100 points s'il maintient le rythme. Xavier Bourgault, là, qui, même sans Maverick Book, a réussi à prouver qu'il était capable d'aller chercher des points. William Veillette a bien fait aussi également en fin de semaine pour les Cataractes, mais on a quand même subi 3 défaites au cours du week-end. Les Voltigeurs de Drummondville sont allés chercher 3 points sur 4. Je veux souligner les 9e et 10e buts de la recrue de 16 ans, Tyler Paddle. Donc, 10 buts au quart de saison pour Paddle. Est-ce que ça peut faire 40 buts à la fin de l'année pour un joueur de 16 ans? C'est quelque chose de possible, mais ce n'est pas évident. Lui aussi devra maintenir le rythme, peut-être augmenter un petit peu la cadence. Je vous ai parlé tantôt des Remparts de Québec. Ils ont échappé un match hier à Bécomo. Je ne pense pas que les preneurs au livre avaient vu le Drakkar battre les Remparts 5-0 hier après-midi. C'est pourtant ce qui s'est produit. Le Drakkar qui est allé chercher du même coup sa 3e victoire de la saison, sa 2e en temps réglementaire. Le Drakkar, le problème, on n'a pas réussi à aller chercher une victoire encore à l'étranger. Le Drakkar qui est 18e au classement général et qui est 0 en 11 sur les patinoires adverses depuis le début de la saison. Si les Cataractes ont eu un mauvais voyage dans les Maritimes, les Saguenayens, ça a été tout le contraire. 3 victoires en 3 matchs au Nouveau-Brunswick. On a battu successivement Saint John, Moncton et Bathurst. Et ce, même avec le retour d'Hendrix Lapierre. Lapierre qui a renoué avec ses anciens coéquipiers des Saguenay-Chicoutimi hier après-midi. Mais les Sags l'ont quand même emporté. Et on a donné 2 des 3 matchs en fin de semaine au gardien Kevin Brassard qu'on a acquis. L'occasion était belle vu qu'il était dans les Maritimes de le faire jouer. Alors, 2 victoires pour Brassard en fin de semaine et une autre victoire pour les Saguenayens qui avaient été confiés au gardien régulier de la formation depuis le début de la saison, Sergei Ledvinov. Je vous parlais de la victoire du Drakkar en fin de semaine, ça a fait du bien. Les Islanders, 2 autres victoires, 4
moindre point dans le match d'hier pour Xavier Simoneau. Et lorsqu'on regarde au niveau des statistiques, le gardien avec la meilleure moyenne de buts alloués de la saison, c'est la revue Oliver Satney. La recrue, plutôt, Oliver Satney des Islanders de Charlottetown, qui a une moyenne de 2,14 depuis le début de la saison. Alors, lui, il est sorti un peu de nulle part là, pour appuyer Jacob Gooby. Ça se passe bien pour lui à Charlottetown. Les Moussets d'Halifax sont allés chercher 2 victoires en fin de semaine. 8 points pour Elliott Desnoyers, qui s'est hissé là, parmi les meilleurs pointeurs du circuit. Elliott Desnoyers qui a 27 points en 14 matchs depuis le début de la saison. Donc, ça se passe bien pour lui. Un mot peut-être sur les Eagles du Cap-Breton qui ont subi 2 défaites encore en fin de semaine. Les Eagles sont 17e au classement général avec le Drakkar de Bécomo. Ces 2 formations qui, en ce moment, si la saison se terminait, seraient exclues des séries. Cap-Breton est 17e et Bécomo est 18e. Il reste évidemment beaucoup de temps, mais au quart de la saison, retenons que ces 2 formations ne feraient pas partie de la danse du printemps. Je vais vous parler également d'un phénomène. J'ai fouillé un peu dans mes papiers, dans ma mémoire aussi. Quand on regarde la liste des meilleurs compteurs de la Ligue junior majeure du Québec, 3 des 7 premiers compteurs de la Ligue junior majeure du Québec sont des joueurs repêchés par le Canadien. J'essayais de me rappeler la dernière fois qu'une telle chose s'était produite et honnêtement, je n'ai pas été capable de trouver. Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke est 2e, il a 30 points. Xavier Simoneau de Charlottetown est 3e, il a 28 points. Et Riley Kidney de Batters est 7e à 27 points. 3 joueurs qui ont été repêchés par le Canadien en juin dernier. Donc, ça, on le sait, le Canadien, au cours des dernières années, n'a pas repêché beaucoup dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. D'avoir 3 joueurs qui appartiennent aux Canadiens en même temps dans la Ligue junior majeure du Québec et qui ont une chance de terminer au premier rang des compteurs du circuit. Comme on dit, on va prendre la date en note parce que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé extrêmement souvent. Alors, ça fait le tour un peu de ce qui s'est passé cette semaine dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec qui, comme je le rappelais, on est rendu déjà au quart de la saison avec le Phoenix de Sherbrooke qui est premier au classement général et qui, s'il réussit à maintenir le rythme présentement, pourrait aller chercher 100 points au classement. Je ne pense pas qu'il y avait personne qui avait prédit un tel rendement pour l'équipe de Stéphane Julien depuis le début de la saison. Je vous en parlais en début d'émission. Je suis allé faire un tour pour aller voir jouer en fin de semaine Sean Farrell, cet espoir qui appartient aux Canadiens, que le Canadien a sélectionné en 4e ronde en 2020. C'est un joueur de 5 pieds 9 pouces qui s'aligne avec le Crimson de l'Université Harvard. Première saison dans les rangs universitaires américains. Il aurait dû jouer avec Harvard l'an passé, mais en raison de la pandémie, il n'a pas pu le faire. Alors, je suis allé faire un brin de jasette avec lui après le match qu'il a disputé samedi face aux Saints de l'Université St. Lawrence. Évidemment, vous allez comprendre que l'entrevue se déroule en anglais. Ça dure environ 6-7 minutes. Je vais tenter de vous résumer le tout à la fin de l'entrevue. Donc, on vous présente ça et je vous annonce tout de suite qu'il y aura à la suite de cette entrevue-là un reportage qui sera préparé, là, autant pour le RDS.ca en texte que pour Hockey 360 un petit peu plus tard cette semaine. Donc, voici cet entretien que j'ai eu samedi soir à Canton, dans l'État de New York, avec Sean Farrell. Sean, first of all, tell me about your season so far and the adjustment you had to do for the NCAA. Yeah, I mean, I think it's going really well so far. Got a really great group of teammates, great group of coaches, and I mean, so far, game's just a little bit faster. So for me, it's just like adjusting to making plays a little bit quicker, but at the same time, still trying to play my game and create offense. Did you expect something like that? Yeah, I think from the jump to every level, there's obviously an increase of speed. Also, like guys are a lot stronger, so it's pretty important to be smart with pucks and get myself in areas where I can elude guys and kind of get to the net. What do you have to work the most on your game this season and maybe next year if you stay in Harvard another year? I mean, I think for me right now, it's kind of working on my battles in the corners and getting pucks out off the walls, just like little plays like that, because I think all those things add up, and the better I am at those smaller plays, the better I will be for us here and then at the next level as well. Would you say you kept your same style? You're more a playmaker than a shooter. That's what you tell me last year. Is it still the same?
Yeah, I think so. I'm definitely still a pass first player, and love getting my teammates involved and try to make the best play I can whenever the puck. Obviously, I'm still working on developing my shot and shooting more and scoring more, and that's something that I've continued to work on this summer and then throughout the start of this year. People wants to all the time to have the comparison or what kind of player you try to mold your style on. Is it like what, the Tyler Johnson style? Is it a Johnny Gaudreau? Is it Cole Caulfield? I know you told me that it was you were more a playmaker than a shooter as Cole, but yeah, of course you have the same size. Yeah, absolutely. I think for me, it's really helpful to watch a bunch of smaller guys in the NHL. I think, like you said, those three guys, they obviously all bring something different, but for me, I think I like to take things out of everyone's game. Like a couple other guys, like Marchand, Kane, some of those other smaller guys that have done really well in the NHL. When you go back to the draft, you were a 4th round pick. You were listed somewhere in the 3rd round by the NHL Central Scouting. Was it a deception for you at the start to be picked only in the 4th round? Or did you expect something a little bit earlier? I mean, I think for me, kind of going into that year, it was a pretty interesting draft year. Obviously got pushed back maybe like 7 months. So going into it, I was kind of going into it with an open mind and really trying to be positive throughout it. And I'm really happy I ended up with Montreal at the end. It's obviously a great organization, and I mean, from here on out, I just gotta work as hard as I can to prove that it was a good pick for them. You can be a sleeper now. Yeah, exactly. Do you have a lot of contact with Montreal? Are they coming to see you play often? What is the relation with them? Sometimes in Montreal, we question the development part of the prospects of the organization. Would you say they're really much in contact with you and they see you play a lot? Or? Oh yeah, absolutely. I've been in contact with Rob Ramage the most. He keeps in touch with me, and whenever he's in town, we try to get a meal. So I got to see him a few weeks ago before one of my preseason games. So it's good. He's always checking in on me and seeing how I'm doing. Tell me about the atmosphere of college hockey. I'm not seeing a lot of games in the NCAA. I was here tonight. The atmosphere is great. Would you say you love that kind of hockey? Oh yeah, absolutely. It adds another dimension. I think playing in front of students, away crowds booing you, it definitely adds a little bit of motivation. And then also when we're at home, getting fans to our games that we go to school with and hang out with it's really fun to play in front of them as well. And is Harvard school too? It's something really unique. Or? Oh yeah, definitely. I think obviously school's a little bit of a challenge sometimes, but I'm learning so many new things and meeting so many terrific people that I'll be able to take these experience and relationships throughout my lifetime. What are the next steps for you? Do you see yourself playing another year, 2 years, 3 years? What do you want? You want to turn pro as fast as possible, or did you talk with Montreal about that, sir? I mean, I haven't talked to them about that yet. I think right now for me, it's just about getting better while I'm here. Obviously, we have a really good team this year, and we want to win. So for me right now, the focus is this year, and then I guess I'll see what happens after that. But it's possible that at the end of the year you can turn pro and maybe play some games in the American Hockey League. This is something that we could see, or? Yeah, I don't know. I think obviously it all depends on how my year goes and my talks with Rob Ramage and the Canadiens. So it's really up to how everything goes. It's really early in this year to determine any of that. But for you, in your mind, it's not mandatory to play Harvard like 3 years, or? No, not really. I think my dream's always been to go to the NHL. So whenever I have the opportunity, if they think I'm ready, obviously I want to go. But I still think I have so much to improve here before I hop to the next level. There's a lot of spaces right now for smaller players, so I don't say it would be easier, but it's easier than it was maybe like 15 or 20 years ago. Oh yeah, absolutely. I mean, like you said earlier, guys like Gaudreau, Johnson, Caulfield now, like those guys kind of pave the path for smaller players to do well in the NHL. Well, I'm going to wish you good luck. Hope to see you soon in Laval or in Montreal, and keep going the good work. Absolutely. Appreciate speaking with you.
Alors voilà, c'est l'entretien que j'ai eu avec Sean Farrell le samedi soir après son match. Pour résumer un peu ses propos, bien évidemment, il a parlé de l'augmentation de la vitesse et de l'augmentation de la force des joueurs au niveau de la NCAA versus ce que c'était dans la USHL. C'est évidemment évident. Il dit que le point qu'il doit travailler le plus, c'est d'améliorer ses bagarres à 1 contre 1, devenir meilleur pour gagner là, les bagarres le long des rampes. Il continue d'affirmer, et je peux le constater, je l'ai constaté de visu, c'est beaucoup plus un fabricant de jeu que ce qu'on appelle un shooter. Là. Oui, il a le même gabarit qu'un bonhomme comme Cole Caulfield, mais il n'a pas le même style de jeu. On a souvent comparé, parce qu'ils ont évidemment le même gabarit, à justement Caulfield en termes de gabarit, mais pas nécessairement en termes de style de joueur, mais plus à peut-être à un Tyler Johnson ou à un Johnny Gaudreau. Il dit oui, je regarde beaucoup ce que les petits joueurs font. Il a ajouté Marchand et Kane dans la discussion, Brad Marchand, Patrick Kane. Je lui ai posé la question, ça a été un choix de 4e ronde du Canadien. Est-ce qu'il était déçu à ce moment-là d'avoir descendu un petit peu? On le classait en 3e ronde en Amérique du Nord. Il dit, peut-être un petit peu, mais tellement content d'avoir été repêché par le Canadien. Il dit, j'espère être capable de prouver que j'aurais dû être repêché avant. Il dit que le Canadien est beaucoup en contact avec lui, particulièrement Rob Ramage, avec qui il a partagé un repas là, avant le début des matchs hors concours cette année. Il dit qu'il a la chance de beaucoup parler avec Ramage, qui s'occupe évidemment du développement des joueurs. Je lui ai parlé de l'ambiance au niveau collégial américain. C'est extraordinaire de jouer devant les étudiants qui te huent et qui sont sur ton dos. Et j'ai été à même de le constater à Saint-Laurent samedi. Là, c'est une ambiance complètement différente, le hockey collégial américain, de ce qu'on voit dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, par exemple. Évidemment, étudier à Harvard, c'est une expérience d'une vie. Hein. On n'a pas tous la chance d'aller à Harvard. Il dit, j'apprends plein de choses, je côtoie du nouveau monde. C'est vraiment une belle expérience de vie. Pour ce qui est de son avenir, ne sait pas trop. C'est pas obligatoire pour lui de terminer son stage à Harvard. Si jamais le Canadien pense qu'il est prêt à faire le prochain saut, il ne dit pas non. C'est pas obligatoire de terminer le hockey universitaire au complet. Il est considéré, soit dit en passant, comme un joueur de 2e année en ce moment, même s'il est recru. Il est ce qu'on appelle un sophomore là, en anglais. Donc, en principe, il pourrait lui rester 2 autres années à jouer au niveau universitaire américain, mais rien ne dit que ce sera le cas dans le cas de Sean Farrell, qui, je le rappelle, l'an dernier a été le joueur par excellence au hockey junior américain. Il a terminé au premier rang des compteurs de la USHL. Et il était seulement le 2e joueur après le Québécois Kevin Roy, qui s'aligne avec le Rocket de Laval, à obtenir 100 points en une saison au niveau de la USHL. Il a 20 ans, il joue sur ses 20 ans cette année. Alors non, il n'est pas admissible à jouer pour les États-Unis au prochain Mondial Junior. Il aurait pu l'être l'an dernier, mais il n'a pas fait partie de l'aventure des États-Unis. Et pour terminer, il en sera question dans le reportage que je vais préparer au niveau de Hockey 360, mais son entraîneur, Ted Donato, lorsque j'ai demandé une comparaison, je lui parlais Tyler Johnson, Johnny Gaudreau, et Ted Donato a amené dans la discussion l'ancien des Canadiens, le Suédois Mats Naslund. Bon, oui, là, si on regarde les statistiques sur HockeyDB, le Mats Naslund récoltait 100 points par saison. Là, il a déjà fait une saison de 110 points avec le Canadien en 85-86. Je ne pense pas que Farrell peut atteindre le plateau des 100 points dans la Ligue nationale, surtout que ça ne se joue plus du tout de la même façon que dans les années 80. Il y a beaucoup moins de buts, le jeu est beaucoup plus fermé. Mais en termes de style de joueur, Ted Donato a emmené Mats Naslund dans la discussion. Surtout que Naslund, après son passage avec le Canadien, après être retourné en Europe, était revenu avec les Bruins de Boston et il a été un coéquipier de Ted Donato, l'entraîneur-chef de l'Université Harvard. Alors, je vous invite à être à l'écoute cette semaine de Hockey 360 et sur le rds.ca, on va publier nos reportages que nous avons tournés avec Sean Farrell, mais en exclusivité, pas en exclusivité, mais en primeur, on vous a présenté l'entrevue dans notre balado-diffusion sur la glace. Alors, voilà un peu ce qui complète ce que je voulais amener cette semaine au niveau de l'émission. Un petit mot peut-être en terminant sur cette histoire qui est sortie la semaine dernière, puis j'avoue que ça me laisse un peu perplexe. La Ligue de développement Média 3A a imposé une amende au Lions du Lac-Saint-Louis pour non-respect des procédures dans le congédiement de l'entraîneur Jerry Gomez. L'équipe avait une fiche de 7 victoires, 3 défaites et une défaite en bris d'égalité lorsqu'on a décidé de montrer la porte à Jerry Gomez, qui était l'entraîneur-chef de cette équipe-là. On l'a remplacé par Ron Schulz, l'ancien entraîneur-chef de plusieurs équipes de la Ligue junior majeure du Québec, dont les Cataractes de Shawinigan l'an dernier. Depuis l'avenue de Ron Schulz derrière le banc, 2 victoires en 8 matchs seulement. Et là, il y a des parents qui posent toutes sortes de questions. Pourquoi on a congédié Jerry Gomez avec une fiche gagnante?
La Ligue a imposé une amende. Yannick Gagné, le directeur général de la Ligue Midget 3A, a déclaré au quotidien de Gazette, je lisais l'article, on n'a pas voulu dévoiler le montant de l'amende, mais on n'a pas respecté les procédures dans ce qui s'est passé. Les propriétaires des Lions du Lac-Saint-Louis, c'est un peu différent, Lac-Saint-Louis, des autres équipes de la Ligue Midget 3A en termes de propriété d'équipe. Il y a Karel Svoboda, Erasmus Alterelli et Roddy Yared là, qui sont les propriétaires de cette formation-là. Le fils de Roddy Yared, d'ailleurs, joue dans la formation. Et là, il y a des gens qui disent est-ce qu'on a congédié Jerry Gomez parce que certains parents se sont plaints du temps de glace accordé à certains joueurs? C'est difficile là, de savoir les tenants et aboutissants de tout ça. On a dit tout simplement du côté des Lions, ce qu'on a déclaré à la Ligue Midget 3, c'est qu'on voulait aller dans une autre direction. Bref, c'est un dossier qui fait jaser un peu dans l'West Island, dans l'ouest de l'île de Montréal. Pour avoir été pendant plusieurs années impliqué avec la Ligue Midget 3A, puis là, je remonte loin, là, je remonte à une trentaine d'années. Je vais juste vous dire ça comme ça. Ça a toujours été différent avec Lac-Saint-Louis de toutes les autres organisations. Et c'est pas d'hier que c'est comme ça. Au niveau des joueurs, c'est toujours un petit peu plus compliqué pour les équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Il y a l'aspect anglophone. Est-ce que les joueurs vont aller dans les universités américaines? Est-ce qu'ils vont venir jouer dans la Ligue junior majeure du Québec? Lac-Saint-Louis, c'est toujours différent. Je vais m'en tenir à ça comme commentaire. Je ne veux pas non plus partir de scandale ou quoi que ce soit, mais si jamais il y a des gens qui ont des choses à me confier dans ce dossier-là, bien, je vous invite à m'écrire, que ce soit via Twitter ou via mon adresse courriel à stéphane.leroux@belmedia.ca. Des choses qui demeurent peut-être un petit peu là, nébuleuses dans le dossier du congédiement de Jerry Gomez avec les Lions du Lac-Saint-Louis. C'est une histoire qui a fait jaser là, depuis quelques semaines et qu'on va continuer de suivre un peu du coin de l'œil. Alors, je vous souhaite une bonne semaine de hockey. Je vous rappelle, il n'y a pas de match à RDS cette semaine pour le Rocket puisque le Rocket est à l'étranger. On sera de retour avec notre prochain match qui sera sur le rds.ca le 29 novembre prochain, alors que les sénateurs de Belleville seront les visiteurs. Je veux juste être certain de la date. Oui, c'est bien ça, le 29 novembre, un match sur le rds.ca qui sera diffusé en direct de la Place Belle. Et on va suivre évidemment ce qui se passe au niveau junior cette semaine. Je veux remercier à la technique Olivier Côté, à la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou, mes invités, le capitaine Xavier Ouellet du Rocket de Laval. Je veux remercier également Sean Farrell de l'Université Harvard. Merci aussi aux gens de l'Université St. Lawrence de nous avoir accueillis samedi. C'était tellement le fun de pouvoir aller faire un petit tour aux États-Unis. Ça prouve qu'on revient dans une certaine normalité. Les formalités douanières ont été respectées. Le test COVID et tout ça, ça s'est bien passé. Alors, merci d'avoir contribué à l'Université St. Lawrence à nous permettre de réaliser ce reportage-là avec un joueur de l'équipe visiteuse qui était Sean Farrell. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.